Éducation au sommaire de ce 20h, visite du ministre en charge de l'éducation nationale au lycée technique de Koudgou, situé à Vili, à 15 km de la ville. Stanislas Ouaro a répété l'exercice du lycée technique de Tinkodgo. Il s'est assuré de la qualité du matériel mécanique reçu par le lycée technique de Koudgou. Image en début de journal. Élection municipale au Burkina Faso, l'association interafricaine Compétences électorales africaines CEA est pour la tenue des votes en novembre 2022. En conférence de presse, l'association a souhaité une prorogation du mandat des élus locaux. On en parle plus amplement dans ce journal. Actualité dans la sous-région, des milliers de Maliens ont manifesté hier contre les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Le Mali se dit prêt à supporter les sanctions de l'organisation, a laissé entendre à cette manifestation le Premier ministre de la Transition, Choguel Kokalamaïga. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'honorer ce rendez-vous de 20h. Éducation, après le lycée technique de Tinkodgo, c'est le lycée technique de Koudgou, dans la région du centre-ouest, qui a reçu la visite du ministre en charge de l'éducation, Stanislas Ouaro. Objectif premier de cette visite, prendre connaissance des difficultés que rencontrent les lycéens et leurs encadreurs. L'autre objectif de cette visite est de s'assurer de la qualité du matériel mécanique qui a été installé dans cet établissement au profit des apprenants, nous apprend Fatima Tanikima. Vili, localité située à une dizaine de kilomètres de la ville de Koudgou dans la province du Boulkiemdé, abrite le lycée technique de Koudgou. Ce lycée qui accueille sa deuxième promotion vient d'acquérir du matériel mécanique au profit de 2 de ses ateliers. Il s'agit de fraiseuses, de tours parallèles et de perceuses. Des machines qui servent à la fabrication de pièces industrielles et mécaniques. Nous avons commencé par équiper l'atelier de construction mécanique. Parce que dès la première année en seconde technique industrielle, donc seconde TI, c'est une sorte de tronc commun. Tout le monde passe par ça et après ils poursuivent. Donc cet atelier a été, ces 2 ateliers ont été équipés justement en matériel de construction mécanique qui va permettre aussi aux élèves qui vont continuer dans la série F1 de poursuivre leur scolarité aussi. Et nous allons poursuivre l'équipement des autres ateliers de génie civil, et d'électronique, d'électrotechnique aussi. La visite du jour du ministre en charge de l'éducation nationale a permis de vérifier la fonctionnalité de ces machines grâce à un groupe électrogène. Faute d'électricité de la Sonabel, Société nationale d'électricité du Burkina Faso. Mais Stanislas Ouaro a promis de travailler avec ses collaborateurs afin que ce lycée technique puisse bénéficier d'électricité en quantité suffisante au cours de cette année 2022. De plus en plus, lorsque nous voulons réaliser des infrastructures scolaires importantes, nous n'avons pas de terrain dans les villes. On a les terrains généralement dans la périphérie de la ville. Et là, c'est à une dizaine de kilomètres de Koudgou. Et donc, il y a un problème d'électricité parce que c'est du matériel très lourd qui fonctionne avec l'électricité. Donc, nous avons travaillé avec la Sonabel. Et nous avons reçu il y a quelque temps des devis pour l'ensemble des infrastructures que nous avons réalisées ou en cours de réalisation dans ce lycée technique. Pour l'instant, le manque d'électricité n'est pas la seule difficulté qui rencontrent les élèves et les enseignants du lycée technique de Koudgou. L'accès constitue également une problématique majeure, car situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Koudgou, avec une route impraticable et poussiéreuse. En rappel, au Burkina Faso, seulement 2% des élèves sont orientés dans les filières d'enseignement technique et professionnel, dont 1% dans les filières industrielles. Retour à Ouagadougou, l'association interafricaine Compétences électorales africaines CEA a animé une conférence de presse ce samedi dans la capitale burkinabé. À l'ordre du jour de cette rencontre avec les hommes de médias, le report des élections municipales initialement prévues pour mai 2022 au Burkina Faso, l'état de la démocratie dans le pays et la sécurisation du territoire. Cette association interafricaine propose le report des élections municipales en novembre 2022 avec prorogation des mandats des élus locaux. On en parle avec Sanata Siré. Initialement prévues le 15 mai prochain, les élections municipales au Burkina Faso sont reportées à une date ultérieure sur proposition du comité de suivi des recommandations du dialogue politique compte tenu de la situation sécuritaire difficile. Le dit comité propose la date du 22 novembre 2022 pour la tenue du scrutin. Une proposition approuvée par l'association Compétences électorales africaines CEA qui souhaite donc une prorogation des mandats des élus locaux.
Pour cette association, le peuple burkinabé doit développer une capacité de résilience à travers l'intégration d'une approche nouvelle dans l'organisation des élections. À cet effet, CEA préconise que les élections se tiennent de façon séquentielle, ce en fonction des zones. Notre idée, c'est quoi? Alors, c'est d'abord le maintien des élections en 2022 et son report pour permettre à la CENI de dérouler un calendrier électoral en novembre. Donc, de maintenant, en novembre, à coup sûr, on aura en tout cas un calendrier qui va être opérationnel, qui va être amélioré et qui va nous éviter d'aller avec précipitation et qui va nous permettre en tout cas d'aller dans une certaine mesure aux élections. Ce n'est pas parce qu'on dit séquentiel que l'on pense qu'il faut les différer jusqu'à des années. Non. Tenir des élections en plusieurs phases, mais c'est la même élection. Puisque les régions même n'ont pas les mêmes réalités, n'ont pas les mêmes contextes. Mais c'est l'élection municipale. Les élections locales peuvent se dérouler en plusieurs dates et garder la même crédibilité que lorsque c'était organisé en une seule date. Ce qu'il faut au Burkina Faso en termes de démocratie dans ce contexte difficile, selon les conférenciers, c'est une démocratie résiliente. Une démocratie qui va réduire les inégalités économiques et sociales. Cela suppose, selon eux, que le pays doit procéder à la mise en place d'incitations électorales et politiques claires et renforcer les capacités de sa gouvernance locale. Donc la démocratie résiliente, c'est une démocratie dans laquelle on travaille à réduire les inégalités. On travaille à rendre ces élections inclusives. On travaille à appeler la conscience et la participation de tous les citoyens. Donc en résumé, la démocratie résiliente, c'est cette démocratie-là que l'on construit avec la participation de tous dans un contexte difficile. Ce n'est pas parce que le contexte est difficile qu'il faut s'empêcher. On dit oh non, on n'est pas concerné. Puisque le contexte est difficile, il faut avoir alors une réponse appropriée, une réponse résiliente. Sur le plan sécuritaire, CEA propose la mise en place d'une force conjointe à travers la réorganisation du G5 Sahel et l'implication absolue du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire pour en faire une G8 avec comme partenaires stratégiques l'Algérie et le Nigeria. Comme solution également, cette association interafricaine propose une mutualisation des efforts des forces de défense et de sécurité et l'organisation d'opérations conjointes dans les zones à fort défi sécuritaire. Une semaine après la prise de sanctions par la CEDEAO et l'UEMOA à l'encontre du Mali, le collectif des organisations de la société civile pour le Sahel a livré son analyse lors d'une conférence de presse tenue ce samedi à Ouagadougou. À en croire les membres de ce collectif, les sanctions prises ne sont fondées sur aucune base juridique des institutions en question. Le collectif s'est également exprimé sur les propos du ministre français Jean-Yves Le Drian au sujet de la manifestation de soutien au Mali. Le point dans ce reportage signé Serge Kabouré. Indignation, c'est le maître mot qui a caractérisé cette sortie médiatique du collectif des organisations de la société civile pour le Sahel ce 15 janvier face aux sanctions prises contre le Mali par la CEDEAO et l'UEMOA. Sans détour, le COEC pour le Sahel condamne vigoureusement ces sanctions illégales, iniques et insensées. Le collectif des organisations de la société civile pour le Sahel considère ces sanctions comme un acte terroriste perpétré contre l'ensemble des peuples du Sahel et même ceux de la CEDEAO. Ces sanctions perfides viennent fragiliser toutes les stratégies mises en place pour la lutte contre le terrorisme et offrent par la même occasion libre cours au terrorisme dans la zone du Liptako-Gourma. Tout en apportant son soutien indéfectible aux autorités maliennes, le collectif dit assister à la désolidarisation des chefs d'État africains à l'endroit du Mali, à un moment où l'Union européenne apporte son soutien à la France pour déstabiliser le Mali. Pourquoi les chefs d'État partent au Ghana pour aller donner une opinion qui est contraire à celle du peuple malien et évidemment contre les autres peuples du Sahel? Pourquoi? Parce que ce que le président du Faso et ses collaborateurs sont allés déclarer au Ghana ne traduisent nullement pas la volonté des peuples du Burkina Faso, du Sénégal et des autres pays. Aujourd'hui, tous les peuples africains, tous les peuples de la CEDEAO sont pour une transition malienne, quelle que soit la durée, jusqu'à ce que la sécurité se rétablisse. C'est les chefs d'État qui sont contre cela. Alors, à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Si on est en sécurité pour manifester, on doit sûrement être en sécurité pour voter. Ces propos du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian n'ont pas laissé indifférent le collectif. Ça signifie deux choses.
un aveu d'échec et un encouragement au peuple malien. Un aveu d'échec, c'est quoi? Parce que ça fait déjà 8 ans que de Serval à Barkhane jusqu'à Takuba, les Maliens ne pouvaient pas se manifester, se mobiliser sur l'ensemble du territoire national pour renoncer quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, le Drian reconnaît au moins que les militaires sont arrivés à donner un minimum de sécurité au peuple malien au point qu'ils puissent se réunir dans toutes les villes et de façon extraordinaire. L'autre est une félicitation parce que tout simplement, il montre encore au monde entier que les Maliens peuvent faire confiance au peuple et aux dirigeants militaires parce qu'ils donnent des résultats palpables et concrets. Par ailleurs, le collectif exige de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO la levée immédiate et sans condition des mesures prises contre le Mali, la réparation des conséquences de cet acte, ainsi que la restructuration de la CEDEAO afin qu'elle devienne la CEDEAO des peuples. Le 18 décembre 2021, la Coopération nationale des jeunes lançait une collecte de dons de diverses natures pour soutenir les personnes déplacées internes. Cette collecte prendra fin le 16 janvier 2022 et les multiples dons seront remis au ministère en charge de la solidarité nationale. Pour l'instant, les dons sont composés principalement d'habits, de vivres et de poches de sang. Les donateurs sont notamment des Burkinabés d'ici et d'ailleurs Saint-Jarkouma et Serge Kabouri. L'Union pour la Renaissance Mouvement Patriotique Sankariste, UNIR MPS, a reçu de la part de ses partisans d'ici et de la diaspora des dons en nature et en espèces pour venir en soutien aux personnes déplacées internes. Cette action de solidarité est à mettre au compte de l'appel à l'effort de guerre lancé par le président du Faso. Selon le président de l'UNIR MPS, Benewende Stanislas Sankara, le pari de la mobilisation a été relevé. C'est vraiment le geste qui pour nous, dans le cadre de la collecte des dons divers que l'UNIR MPS a lancé, interpelle l'ensemble des Burkinabés. Et particulièrement, ce geste interpelle la diaspora burkinabé, c'est-à-dire les 10 millions de Burkinabés vivant à l'étranger. Parce qu'il s'agit d'une solidarité nationale, parce qu'il s'agit de tous les Burkinabés qui sont invités à créer cette cohésion sociale pour venir en soutien notamment aux personnes déplacées internes qui sont aujourd'hui dans un dénuement total. Ces dons composés notamment d'habits, de vivres et des poches de sang seront par la suite acheminés au ministère en charge de la solidarité nationale. Les donateurs invitent les Burkinabés à leur emboîter le pas afin de soulager les peines de leurs frères et sœurs en détresse. L'appel à la solidarité lancé par l'UNIR MPS nous a touché en tant que structure d'éducation. Nous avons par cet appel apporté notre contribution en envoyant des habits composés pour femmes et pour hommes en façon d'enfants en majorité pour nos frères déplacés internes. Et nous invitons tous les autres Burkinabés, que ce soit des personnes morales ou physiques, à emboîter le pas et à appuyer des initiatives louables de ce genre. Rappelons que la collecte a été lancée par la Coopération nationale des jeunes de l'UNIR MPS le 18 décembre 2021 et elle prendra fin le 16 janvier 2022. Cependant, même après la date limite, ceux qui le désirent pourraient toujours laisser parler leur cœur. Le Burkina Faso est en plein essor dans le domaine du numérique avec le déploiement de la fibre optique. Nécessairement, le besoin de main-d'œuvre dans le domaine se fera ressentir. L'Université Aube Nouvelle s'engage d'ores et déjà à fournir des ingénieurs en télécommunications au Burkina Faso. L'université a lancé la filière de formation en ingénierie des télécommunications. Le lancement officiel de cette filière a eu lieu hier vendredi au sein de la dite université à Ouagadougou. Les cours dans cette filière débuteront en principe la semaine prochaine, selon les premiers responsables de l'université. Saint-Jarkouma, Abdouraï Miagne. Je déclare officiellement lancé la première formation en ingénierie des télécommunications au Burkina Faso et à l'université Aube Nouvelle. Je vous remercie.
C'est désormais officiel, l'université Aube Nouvelle vient de mettre à la disposition des élèves et étudiants une nouvelle filière en ingénierie des télécommunications. Selon Isidore Kini, président directeur fondateur de l'université Aube Nouvelle, le Burkina Faso est en plein essor dans le domaine du numérique avec le déploiement de la fibre optique et il faut de la ressource humaine qualifiée pour relever le défi. La formation va consister à deux niveaux. Au niveau Bac plus 3, bon, à ce niveau-là, on a déjà des techniciens supérieurs niveau licence, mais l'objectif, c'est les ingénieurs en ingénierie de communication, Bac plus 5. Et donc, il y aura deux entrées. La première entrée, c'est le niveau Bac, avec votre Bac C, D, E ou équivalent. Vous allez faire donc 2 années préparatoires avant donc d'intégrer l'école d'ingénieur. Ceux qui ont la licence en mathématiques, physique, informatique, électronique, et ils peuvent s'inscrire directement à la première année d'ingénieur télécommunication. Selon le représentant du ministre en charge de la transition digitale, cette nouvelle filière est une bouffée d'oxygène car elle répond à un besoin crucial sur le marché de l'emploi. C'est très important sur quoi nous voulons d'assister parce que vous qui suivez la politique du gouvernement, vous entendez parler de transition digitale dans notre pays. Alors c'est une transition qu'on ne peut pas réussir sans les infrastructures. Et les infrastructures, ceux qui vont les concevoir et les installer, ce sont les ingénieurs en télécommunication. Donc c'est vous dire que c'est un élément fondamental, une contribution fondamentale que l'université Aube Nouvelle est en train d'apporter au gouvernement pour réussir cette transition digitale au niveau de notre pays. Le gouvernement lui-même en a besoin. Pour ne pas parler du secteur privé, comme ça a été dit, les opérateurs et tous les acteurs de l'écosystème. Donc ça répond à un besoin. Notons que cette nouvelle filière comprend 3 grands axes de spécialisation, à savoir l'ingénierie des réseaux mobiles, l'ingénierie des systèmes de télécommunication et l'ingénierie des systèmes d'information, du multimédia et réseau. CAN Cameroun 2021, les groupes B et C ont livré leur match de la 2e journée de la CAN ce vendredi. Le Maroc a arraché sa qualification tandis que le Ghana, le Gabon, le Sénégal et l'île Comore devront attendre la 3e journée pour espérer se qualifier. Le résumé avec Assamitiam Touré, notre envoyé spécial à Yaoundé. Le groupe B et C ont effectué leur 2e sortie de cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans le groupe B, la Guinée et le Sénégal se séparent sur un score vierge et le Malawi gagne sa première victoire d'une phase finale de CAN. Dans le groupe C, le Maroc obtient sa 2e victoire et se qualifie pendant que le Gabon et le Ghana se quittent avec un score nul d'1 but partout. Le derby ouest-africain entre la Guinée et le Sénégal a accouché d'une souris. Sili et Lyon de la Teranga ont produit un football d'école tout au long de la rencontre avec une possession de balles partagées. Mais cela n'a pas suffi pour départager les 2 formations. Score nul et vierge à la fin du match. Par contre, dans l'autre rencontre, le Malawi. Dans la sous-région, des milliers de Maliens sont descendus dans les rues du Mali à l'appel des autorités de la transition. Un appel à manifester lancé à la suite des lourdes sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA. À Bamako, c'est Choguel Kokalamaïga, le premier ministre de la transition, qui a été le chef d'orchestre avec tous les membres de son gouvernement. Au dire du chef du gouvernement, le Mali s'en sortira des sanctions de la CEDEAO grâce aux mesures prises par les autorités maliennes. Reportage de notre correspondant au Mali, Bouré Massoulo. Des Maliens ont massivement répondu à l'appel des autorités de la transition. C'est à une véritable démonstration de force qu'on a assisté dans l'après-midi de ce vendredi au boulevard de l'Indépendance. Les principales cibles des manifestants, la France et la CEDEAO. Même demain, on va mourir pour ce Mali-là. On va mourir pour ce Mali-là. La France ne peut rien contre nous. La France ne peut rien contre nous. La CEDEAO ne peut rien contre nous. Si aujourd'hui les militaires sont au pouvoir au Mali, et si les Maliens sont d'accord que ces militaires sont au pouvoir, pourquoi la CEDEAO n'accepte pas? Est-ce que le Mali appartient à la CEDEAO? Qui est souverain?
Ne sommes-ils pas un peuple souverain? Nous pensons que nous sommes un peuple souverain. On a le droit de choisir notre président. C'est le gouvernement du Mali au complet qui est venu galvaniser les manifestants qui rejettent les sanctions de la CEDEAO. Pour le Premier ministre, les objectifs de la CEDEAO sont clairs. Déstabiliser les institutions, déstabiliser l'armée malienne, déstabiliser le Mali. Choguel Kokala Maïga, qui était habillé en treillis militaire, affirme que le Mali est prêt à supporter les sanctions de la CEDEAO, mais prévient. Mais ce qu'ils ne doivent pas oublier, ce qui s'adonne à ça, le Mali est un verrou, le Mali est une pique. Si le Mali saute, personne n'aura la paix dans la CEDEAO. Ces mobilisations se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire malien. Les manifestants scandaient des slogans à la gloire de la Russie et de son président Vladimir Poutine. Ils ont aussi demandé 5 ans pour la transition pour sortir le Mali de la situation de crise. L'ancienne ministre française de la Justice, Christiane Taubira, a officialisé ce samedi sa candidature à la prochaine élection présidentielle. L'ex-garde des Sceaux a promis un changement de mode de gouvernance et davantage de justice sociale si elle est investie par la primature populaire prévue en fin janvier qui entend faire émerger un candidat unique de la gauche. Elle souhaite répondre aux colères face aux justices sociales 20 ans tout juste après sa première course à la présidentielle en 2002. En France, Christiane Taubira a annoncé samedi se lancer officiellement dans la course à l'Elysée, avec pour objectif ambitieux de rassembler une gauche plus que jamais divisée. La désormais candidate a axé son discours sur la jeunesse et la justice sociale dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Choix symbolique, c'est ici que les ouvriers de la soie avaient lancé leur révolte au début de l'ère industrielle. Je prends ma part, toute ma part, contre la démoralisation, contre les discours de haine et les propos belliqueux, pour que nous puissions affronter ensemble les anciens périls, c'est-à-dire les risques de dislocation sociale, et aussi les nouveaux défis, la nécessaire et urgente transition écologique, civile. L'ex-garde des Sceaux de François Hollande est connue notamment pour la loi reconnaissant l'esclavage comme un crime contre l'humanité, ainsi que pour l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Elle a annoncé vouloir se soumettre à une primaire populaire devant départager les candidats de gauche. 120 000 personnes se sont déjà inscrites pour voter, mais les principaux concurrents de Christiane Taubira ont pour l'instant tous refusé de s'y soumettre. Le moyen, le levier pour lequel moi j'en ai un peu assez. C'est tout pour ce soir. Toutes nos excuses pour la qualité de l'élément sport. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous dis merci pour l'attention que vous avez accordée à cette édition. Merci également d'avoir honoré tous ces rendez-vous de 20h. Je vous dis à la semaine prochaine dans d'autres éditions d'information. Bonsoir.